Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose un exercice idéal pour s'entraîner sur les calculs d'air à l'aide d'intégrales. Cet exercice c'est un exercice que j'ai trouvé dans des annales de bac, c'est un sujet 2014, Pondichéry. On est parti, ça c'est la partie 1, alors très intéressante. Dès le début on vous donne trois courbes. La courbe bleue que vous voyez c'est la courbe d'une fonction f et on vous demande de trouver quelle peut être la courbe qui représentera la dérivée de cette fonction. Alors le sujet, donc on vous dit que f est défini à dérivable sur r, f' est une fonction dérivée, donc toujours bien lire les sujets, ça c'est très très important. On vous dit que C1 c'est la courbe de f, donc C1 c'est la bleue, et C2 c'est la courbe de f'. Alors attention parce qu'au bac vous n'aurez pas de couleur, donc il faudra bien faire attention à ne pas inverser et à se tromper dans les courbes. Deux informations, le point A de coordonnées 0,2 appartient à C1, donc ça on le voit ici, je vais mettre en jaune sur les courbes. Alors la courbe bleue, vous voyez, il y en a trois, il y en a deux là ici identiques et la troisième est différente parce que le repère a changé, mais c'est la même courbe. Enfin, en tout cas, c'est la même courbe mais dans un autre repère. Dernière info, le point B de coordonnées 0, 1, donc ici je vais le mettre en orange, donc 0, 1, donc qui est ici, appartient à la courbe qui est en rouge. Donc on verra comment on peut interpréter ça. Et on vous demande, eh bien, à votre avis, et en expliquant pourquoi, quelle est la courbe rouge qui représente la dérivée de la fonction f. Alors c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment là, si l'élève qui répond comprend un petit peu graphiquement à quoi correspond une dérivée. Alors, la courbe bleue, c'est donc la courbe de la fonction f. Qu'est-ce qu'on remarque? Je vais faire un petit tableau rapide sans mettre les valeurs, mais ici, votre courbe f, elle est donc décroissante. Je vais mettre la f ici, voilà. On est sur, on va dire, moins l'infini plus l'infini. Elle est décroissante, puis croissante. Alors d'habitude, on part de la dérivée pour trouver ces variations. Là, on va devoir réfléchir dans l'autre sens. Si votre fonction bleue, ici, était décroissante croissante, alors ici à partir, vous voyez, le sommet a l'air d'être ici entre 0 et 1. Donc ici, ça voudrait dire que la dérivée s'annulerait ici au niveau de ce sommet, et qu'ensuite la dérivée serait d'abord négative pour que la fonction f soit décroissante, puis positive. Donc on va chercher une fonction f' dont la courbe est négative, en tout cas en dessous de l'axe, puis au-dessus de l'axe. Donc ici, première chose, ça va tout de suite éliminer la troisième situation. La situation 3 est impossible. Fausse. Pourquoi? Parce que vous pouvez remarquer qu'ici, la courbe f' serait tout le temps positive, et donc la fonction qui correspond à la courbe bleue serait tout le temps croissante, ce qui n'est pas le cas. Vous avez une fonction ici qui est décroissante puis croissante. Donc déjà, situation 3, on élimine. Très rapide. Voilà. Ça, c'est vraiment un motif simple pour éliminer déjà cette situation 3. Maintenant, il reste deux situations. Alors, on va regarder la situation 2. On nous dit, et c'est important, que la courbe C2 est une droite. C2 est une droite, ça signifie quoi? Eh bien, ça voudrait dire que la fonction f2 est affine. Les fonctions affines sont les courbes dont la représentation est une droite. Donc, si f2 est affine, ça veut dire que f1, puisque c'est une primitive de f2, f2 c'est la dérivée. D'accord? F2 étant affine, les primitives de f2, c'est-à-dire f1 ici, sont du second degré. Or, les courbes de second degré, vous le savez, ce sont des paraboles. Les paraboles, ce sont des courbes symétriques par rapport à un axe. Symétrie par rapport à un axe vertical. Eh bien, vous voyez bien que la courbe bleue ici n'est pas symétrique. Donc, ce n'est pas possible que la dérivée de f soit une fonction affine. Donc, ça exclut la situation 2. Et donc, vous pouvez dire que la bonne situation, c'est la situation 1. Alors, on va regarder en détail. La situation 1, la courbe rouge ici, elle s'annule, elle coupe l'axe au niveau ici du à peu près 0,6. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au-dessus, on doit retrouver le sommet. Effectivement, au-dessus, la courbe bleue possède une tangente horizontale. Tout à fait normal. Avant cette tangente, la courbe est décroissante, les dérivées seront négatives. Après cette tangente, les dérivées seront positives. Alors, on peut remarquer aussi que sur la courbe de la dérivée, ici, on a une sorte d'aplatissement, une sorte d'asymptote. La dérivée se rapproche ici, vous voyez, de 2. Et ça veut dire que les pentes de la courbe bleue vont se stabiliser autour de 2. Et effectivement, là vraiment c'est dans le détail, quand on avance, plus on va vers la droite, quand on avance d'une unité,
bien pour retourner sur la courbe, on monte à peu près de 2. Ça traduit justement des coefficients directeurs de tangente qui s'approchent de 2. Donc on est vraiment dans une situation qui nous satisfait. La situation 2, on va la reprendre. Ici, la courbe rouge coupe l'axe au niveau de moins 1. On devrait avoir un sommet de la courbe ici. Ce qu'on n'a pas, il est un petit peu décalé. Alors c'est peut-être une erreur, ça juste au niveau de la recopie du texte, parce que ce n'est pas l'original exactement. Alors autre critère qui aurait pu nous aider, ici, vous avez la courbe rouge qui monte de plus en plus. Ça veut dire que les pentes, parce que la courbe rouge c'est les pentes, si la courbe rouge augmente, les pentes de la fonction devraient augmenter. Or, vous avez ici l'impression que la courbe en bleu ressemble de plus en plus à une droite. Donc les pentes se stabilisent autour du coefficient directeur de cette droite. Donc ça veut dire que c'est une deuxième façon de se rendre compte que ce n'est pas bon. Alors là, on vous aide un petit peu en donnant C2 est une droite, et grâce à ça, on y arrive, mais on aurait pu, vous voyez, faire avec des pentes. Et pour la troisième, c'est absolument impossible que ça soit la bonne. Tout d'abord, la courbe rouge est toujours au-dessus de l'axe, donc les dérivées seraient toujours positives. Vous n'auriez pas cette partie descendante. Et donc, vous n'auriez pas un sommet ici, en bas, puisqu'ici, la dérivée devrait s'annuler. Donc, la courbe rouge devrait couper l'axe ici, pour qu'on ait bien cette tangente horizontale. On a la même remarque sur la fin de la courbe. Ici, la courbe rouge augmente, donc les pentes devraient augmenter, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, je crois avoir tout dit. Maintenant, on peut passer à la suite. On va maintenant déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe en A. Alors, qu'est-ce qui se passe en A? A, il a pour coordonnées 0, 2. Tout simplement, ce point, il appartient à la courbe de f. Par conséquent, l'image de son abscisse, donc l'image de 0, c'est 2. Deuxième information. Là, le nombre dérivé en 0. On sait que B, de coordonnées 0, 1, appartient à la courbe de f2, qui est la courbe de f'. Ça veut dire que f' de 0, c'est égal à 1. On a donc, au point d'abscisse 0, l'image et l'image de la dérivée. Donc on peut appliquer le cours. Donc, en A, la tangente, delta, elle aura pour équation y égale f' de xa fois x moins xa plus f de xa. Or, xa c'est 0, donc on va retrouver, alors il n'y a pas de y' ici, il y a un y. Y c'est donc f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. On remplace, ça nous donne y égale donc 1 fois x moins 0, donc x plus f de 0 plus 2. On a terminé l'équation de la tangente en A, c'est y égale x plus 2. Alors on nous donne maintenant l'expression de la fonction f de x, peut s'écrire exponentielle moins x plus ax plus b. Il reste à déterminer a et b deux nombres réels. Maintenant, on va essayer de déterminer d'abord la valeur de b. Alors, quels sont les renseignements qu'on a? On sait que, on l'a déjà dit, f de 0, ça fait 2. C'est l'appartenance de A qui nous permet d'affirmer cela. Donc, si on remplace dans l'expression de f, ça nous donne exponentielle moins x, donc ici, exponentielle moins 0, plus a fois 0, donc plus 0 plus b, doit faire 2. Exponentielle 0, ça vaut 1, donc ça fait 1 plus b égale 2, donc b égale 2 moins 1 est égal à 1. Maintenant, ça c'est la question A. Deuxième question, on veut trouver A. Quelle est l'information que l'on n'a pas utilisée? C'est la dérivée. On sait que f' de 0 est égal à 1. On va donc calculer l'expression de f'. Alors f est dérivable, pas de problème. Alors, quand on dérive exponentielle moins x, c'est du type exponentielle u. Je rappelle, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. Ici, un u, c'est moins x. Alors, on rédige comme ça. Donc, la dérivée de u, c'est moins 1. Donc, vous aurez comme dérivée moins 1 e2 moins x. Et ensuite, on dérive à x plus b qui donne a. On traduit maintenant. On sait qu'en 0, ça doit valoir 1. Donc, f' de 0 1, ça se transforme en moins exponentielle de moins 0 plus a est égal à 1. Alors, exponentielle moins 0, ça fait 1. Ça donne donc moins 1 plus a égale 1. A est égal à 2. Conclusion, toujours faire un petit bilan. F de x, pour tout x réel, f de x, c'est donc exponentielle moins x plus 2x, ça c'est ax, plus b, donc 2x plus 1. Voilà notre question 3b.
Alors vous remarquerez que si on ne fait pas cette question, on ne peut pas faire la suite. Donc il faut apprendre à faire ce genre de choses. Techniquement, vous voyez, il n'y a pas de gros calculs. Il faut bien comprendre les liens graphiques, etc. Donc vraiment à travailler. Les variations d'une fonction, donc ça se fait avec la dérivée. La dérivée, on en a déjà parlé. F' c'est moins e de moins x plus a, donc plus 2. On doit donc trouver le signe d'une expression avec un exponentiel. On n'invente rien. Vous devez absolument résoudre une inéquation. Donc, on écrit, on résout moins exponentielle moins x plus 2. Et nous, on va choisir de résoudre positif. Ça n'engage que moi. Vous pouvez résoudre négatif, mais il faut faire un choix. Et nous, on va toujours choisir, en tout cas personnellement, l'inéquation avec strictement positif. Comme ça, c'est là où je vais mettre les plus. Alors, je résous ça tranquillement. Ça fait moins e moins x plus grand que moins 2. J'enlève les moins en multipliant tout par moins 1. Ça va avoir pour conséquence d'inverser le sens du symbole. Ensuite, je passe par le logarithme, qui est une fonction strictement croissante. ln est strictement croissante, donc ça n'inversera pas l'ordre. On aura moins x plus petit que ln de 2. Et tout ça, c'est des équivalences. Et ensuite, on multiplie par moins 1. X sera donc plus grand que moins ln de 2. Donc, si on avait résolu avec égal 0, on aurait trouvé x égale moins ln de 2. On peut donc dresser le tableau. Ici, mon tableau, on est donc sur R, donc de moins l'infini à plus l'infini. F'. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ici, j'ai dit que quand x est plus grand que moins ln de 2, donc à droite, mon expression est positive. J'insiste, vous devez bien comprendre. Ici, je cherche où est-ce que je mets le plus, et là, je mets le plus à droite de moins ln de 2. Donc, le plus, il est ici. Et ensuite, vous imaginez, si j'avais mis égal 0, j'aurais trouvé le 0 ici, et donc le contraire, j'aurais moins à gauche. Ça me donne une fonction f qui est décroissante, puis croissante. On ne remplit pas les limites, ce n'est pas demandé. On attend d'ailleurs dans la question 5, on va vous demander en tout cas la limite en plus l'infini. Par contre, en moins ln de 2, on peut faire un petit travail. On le fait. F de moins ln de 2, qu'est-ce que ça donne? Exponentielle de moins ln de 2, donc exponentielle de ln de 2, on fait très attention, plus 2 fois moins 2, donc moins 2, ln de 2 plus 1. Alors, e de ln de 2, ça fait 2. Donc ici, ça me donne 2 plus 1, ça me donne 3, moins 2, ln de 2. Donc voilà, ici, on peut écrire ceci. On a fini la question 4. Alors cette limite en plus infini, on ne la demande pas en moins l'infini, donc on ne va pas la faire. Vraiment, je vous en parlerai si vous voulez, mais en plus infini, qu'est-ce qu'on peut dire? On regarde. La limite de exponentielle moins x, ça, c'est du cours, c'est 0. La limite, ici, de 2x plus 1, rien à dire, vous savez très bien, c'est plus infini. Conclusion par somme. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça correspond d'ailleurs à notre tableau. Alors en moins l'infini, ce n'est pas demandé, on va quand même en parler assez vite. Quel est le problème? Le problème, c'est que l'exponentielle moins x va tendre vers plus l'infini et le 2x vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée. Pour la lever, on va factoriser tout simplement. Alors je le dis tout simplement, vous avez plusieurs choix. On peut faire par x ici, ça marche, donc je vais faire par x. Donc on a exponentielle moins x sur x plus 2. Alors le plus 1, je le laisse de côté, il ne pose aucun problème. Petit souci, on aurait exponentielle de moins x sur x. Alors exponentielle de moins x sur x, ça, ce n'est pas dans le cours, mais il suffit de mettre exponentielle dessous. Vous savez qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Exponentielle moins x, on peut le mettre dessous, ça va se transformer en x e de x. Et ça, on l'a vu, c'est du cours, c'est une croissance comparée. X de x en moins l'infini, ça tend vers 0. Et comme x est négatif en moins l'infini et exponentielle positive, ça tend vers 0. Ici, moins. Donc en inversant, on aura une limite ici qui est tout simplement moins l'infini. Alors tout simplement, non, je dis souvent tout simplement, mais là c'est pas si simple au niveau du signe. Donc les parenthèses tendent vers moins l'infini, vous multipliez par moins l'infini, ça va donc tendre vers plus l'infini. Alors ce n'est pas demandé, vous voyez, parce que là le travail est un petit peu délicat, donc on vous en préserve pour avoir le temps de faire d'autres choses après, et là les intégrales vont arriver. On est parti pour cette partie B. Alors cette partie B, le texte est un peu long, mais vous allez voir que c'est très court. Alors qu'est-ce qu'on veut? On vous donne ici une figure, la figure 2, avec ici une zone grisée qui est située entre deux courbes. Une première courbe qui est celle
de la fonction qui a x associé x plus 2. Donc là, on va reconnaître la tangente. En tout cas, cette courbe-là, c'est la tangente qu'on a déterminée tout à l'heure au point A. Le point A, c'était le point de coordonnées 0. Ici, 2. Voilà, ce point A. Ça, c'est donc la tangente qu'on a calculée tout à l'heure. Et la deuxième courbe, celle du haut, C1, c'est la courbe de la fonction f qu'on a bien étudiée. Donc la première question, eh bien, c'est d'étudier la soustraction entre f de x et x plus 2, de façon à bien montrer que la courbe de la fonction f va être au-dessus de la tangente. Et comme ça, quand on va parler d'air, on pourra se contenter de faire une intégrale. On va donc déterminer eh bien, le signe de cette fonction g en étudiant son minimum. Donc première question, étude de minimum de la fonction g. Pour cela, eh bien, on va regarder déjà quelle est l'expression de cette fonction g. G de x, c'est f de x moins x plus 2. Donc, exponentielle moins x plus 2x plus 1, moins, on enlève les parenthèses, donc moins x moins 2. Ce qui me laisse exponentielle moins x plus 2x moins x, donc plus x moins 1. On regarde, est-ce qu'on peut trouver le signe tout de suite sur R? Non. Exponentielle est tout le temps positif. Par contre, x moins 1 va changer de signe et on ne voit pas du tout comment on pourrait trouver. Donc, on va dériver. Alors, g, c'est dérivable. C'est une somme de 3 fonctions dérivables. Et donc, g', alors, exponentielle moins x, ça fait moins x. On en a déjà parlé tout à l'heure. Plus 1. Donc, ici, il faut étudier ce signe. Donc, on résout vraiment la même chose que tout à l'heure. On a l'impression un petit peu de se répéter. Si le sujet est bien fait, souvent on évite de tester 2 fois les mêmes choses. Là, on le refait, c'est un peu étonnant, mais ça fait moins x, moins e de moins x supérieur à moins 1. On multiplie par moins 1. Ça change le sens du symbole. Maintenant, on passe au logarithme, comme tout à l'heure. Ça fait moins x plus petit que ln de 1. Et donc, x, moins x est négatif. On remultiplie par moins 1, x est donc positif. On fait donc un tableau. C'est toujours le meilleur moyen de faire un résumé. F', ça s'annule donc, d'après ce qu'on vient de voir, en 0. Et ça sera positif quand x est plus grand. Donc le plus est encore à droite. La fonction f est donc, enfin c'est pas f ici, pardon, c'est g. La fonction g sera donc décroissante puis croissante. Donc le minimum étant 0. Le minimum est atteint pour x égale 0. Combien vaut-il ce minimum? Eh bien on calcule g de 0. G de 0, exponentielle moins 0, donc 1, plus 0 moins 1, ça donne 0. Et vous écrivez donc g de 0 égale 0. Et donc on a bien démontré que la fonction g admettait 0 comme minimum sur R. Alors qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Comme g admet 0 comme minimum, on sait que pour tout x appartenant à R, on sait donc que g de x est supérieur ou égal à 0. Et d'ailleurs, pour tout x appartenant à R étoile, on sait que g de x est strictement positif. Or, g de x c'est quoi? C'est f de x moins x plus 2. Donc ici, si vous traduisez ces inégalités, ça veut dire qu'ici f de x sera positif. Et ici, pour x non nul, f de x sera, pardon, pas positif, mais supérieur à x plus 2. Et ici, f de x sera strictement plus grand que x plus 2. En termes de position de courbe, eh bien tout simplement, pour x différent de 0, ça veut dire que la courbe de la fonction f, donc elle s'appelle C1, pas CF, mais ici C1, va être toujours strictement au-dessus de delta. Et pour x égale 0, C1 et delta sont séquentes, se coupent à cet endroit. Donc pour résumer, pour tout x appartenant à R, C1 est au-dessus de delta, avec un petit point d'intersection en 0. Ça va nous servir parce que on va pouvoir traduire l'air grisé sous forme d'une intégrale, celle de f, moins celle de la fonction qui correspond à delta. Donc on va expliquer ça dans la dernière question. Calculer en unité d'air. Donc l'unité d'air est relative au repère. Je vais vous montrer ici sur ce repère. L'unité d'air, ça sera donc un rectangle en bas ici qui fait 1 de côté. Donc c'est ce que je suis en train de corriger en jaune. Voilà. Ça, ce rectangle ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle une unité d'air, une UA. Donc le calcul qu'on va faire, son unité, eh bien, ça vous donnera le nombre de rectangles jaunes que vous aurez en air. Alors, comment justifier ça sur une copie? On dit le logo
Hein. C'est représenté par le trapèze DEFGH. Or, donc, ce trapèze DEFGH, on va donner les abscisses. L'abscisse du point D. Hein, ici, le point D, c'est moins 2. L'abscisse du point E, dans le texte, c'est 2. Donc, on va intégrer sur moins de 2, sur ce segment, sur moins de 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, f de x, on l'a déjà démontré, est toujours plus grand que x plus 2. Donc, ça veut dire que l'aire entre C1 et delta, elle vaut donc quoi? Exactement l'intégrale de moins 2 à 2 de f de x moins x plus 2 dx. On a déjà donné cette expression, donc maintenant on va pouvoir la calculer. Ça donne l'intégrale de moins 2 à 2 de la fonction donc d'expression exponentielle moins x. Ici, c'était plus x moins 1 dx. Et maintenant, on va avoir un petit travail de primitive pour calculer cette intégrale. En primitive d'exponentielle moins x, la plus simple, c'est moins e moins x. Vous voyez, quand on dérive, on retombe bien sur e moins x. Primitive de x, on peut répondre x de plus sur 2, et moins 1, on peut répondre moins x. Voilà, maintenant, on va remplacer d'abord par 2. Donc, dans les premières parenthèses, vous allez remplacer dans l'expression de votre primitive x par 2. Et dans la deuxième, on remplacera x par moins 2. Ici, donc, on a moins e de moins 2. Plus le carré de 2 sur 2, ça fait 4 sur 2, 2. Moins x, donc moins 2. Moins l'expression en moins 2, ça fera moins e moins 2, donc moins e carré. Ici, ça donne comme pour 2, ça fera donc plus 2. Par contre, ici, on aura moins 2, donc plus 2. Alors, qu'est-ce qui reste? Déjà, ici, ça disparaît. Ensuite, des nombres, on aura donc plus e carré, je vais essayer de prendre le plus gros. Ensuite, moins e moins 2, moins 4. Alors, e carré. Ensuite, e moins 2, si vous voulez l'écrire autrement, vous pouvez écrire 1 sur e carré, c'est un petit nombre, moins 4. On vous demande maintenant une valeur approchée. Donc ça, si vous voulez l'aire, j'ai oublié, on va mettre ici unité d'aire, ça c'est la valeur exacte. Très important. Ceci, c'est donc la valeur exacte. Maintenant, on vous demande donc la valeur arrondie. Alors, la valeur arrondie, ça va être la valeur la plus proche qui n'a que 2 décimales. On est à 10 moins 2 ici. Donc là, je vais prendre la calculatrice. Vous voyez qu'on trouve, en gardant que 2 décimales, 3,25. Donc à peu près 3,25 unités d'aire. Donc c'est-à-dire que cette aire grisée doit représenter à peu près 3,25 air jaune. C'est à peu près ça qu'on a. Bon, c'est pas facile à voir comme ça parce que c'est une aire quand même assez allongée. Voilà, je crois que l'exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris, que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.